Bonjour à toutes et tous pour ce midi de l'IREMO qui va introduire une pause tranquille entre deux violences autour des gilets jaunes. J'ai dit autour d'eux. Donc. Patrick Mzadeh a été invité déjà 2 fois à l'IREMO. C'est donc sa 3e participation. Et alors, si je me souviens bien, enfin je dis ça, mais en fait j'ai vérifié, la dernière fois c'était en mars. Voilà. Oui. Et vous décriviez une Libye en guerre civile quasi permanente, déchirée entre 2 leaders, 3 gouvernements, 2 parlements, une infinité de milices tribales, religieuses, personnelles, sans oublier évidemment l'État islamique. Et vous disiez à l'époque, si ma mémoire est bonne, que l'émissaire spécial de l'ONU, Hassan Salamé, peinait quand même à réconcilier notamment le Premier ministre, je mets des guillemets, Fayez al-Sarraj et le leader du Grand Est, Khalifa Haftar, malgré les efforts du président de la République qui les avait réunis. Et donc il y avait une difficulté à enrayer l'atomisation, disiez-vous, du pays. Visiblement, vous êtes aujourd'hui un peu plus optimiste, si j'en juge par votre très récente interview à Orient 21. Vous êtes co-auteur du rapport sur la Libye remis en novembre à Hassan Salamé et vous semblez croire à une possible sortie de crise. Et donc, au fond, vous allez nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que cette conférence nationale dont vous parlez? Que recommande votre rapport? Sur quelle base peut-on imaginer une réconciliation nationale durable? Et à l'inverse, quels sont les obstacles à cette réconciliation? Alors je rappelle, mais chacun ici le sait, que vous êtes conseiller pour la Libye auprès du Centre pour le dialogue humanitaire à Genève, spécialisé dans la médiation des conflits. Vous êtes également un ancien diplomate, vous avez été en poste à Tripoli de 2001 à 2004. Vous êtes spécialisé sur ce pays et vous avez notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « Au cœur de la Libye de Kadhafi » à l'époque, chez Jean-Claude Lattès en 2011. Inutile de dire que vous connaissez la règle du jeu puisqu'elle vous a été imposée déjà à plusieurs reprises. Donc vous avez 20, 25, 30 minutes pour présenter un peu les choses. Là, c'est assez pointu quand même comme objet. Et puis ensuite, vous serez livré à nos amis, à leurs questions, à leurs protestations, à leurs applaudissements. Enfin, on verra. Et je vous passe la parole. Je parle dans ce micro-là. Hein. Non, je crois que le vôtre doit marcher. En fait. Vous m'entendez? Bon. On m'entend? Oui. Gianni, tutto va bene? Si ascolta molto? Molto bene. Oui, alors effectivement, c'est vrai que pour revenir à ce que j'ai dit d'abord, depuis 2011, j'ai dit à plusieurs reprises que depuis le début que en Libye, le local prédominait, que les identités locales avaient pris le dessus sur le national en 2011, après l'écroulement du régime et l'écroulement de l'État qui allait avec, puisque malgré ce qu'on peut dire, il y avait quand même des structures étatiques qui existaient sous Kadhafi. Donc on a eu plusieurs conséquences, une militarisation de la société avec effectivement un grand nombre d'armes en circulation, un certain nombre de groupes armés qui se sont mis en place, soit en 2011, soit après 2011, après la chute du régime, et donc ce que j'appelais une fragmentation de la société. Donc face à ça, effectivement, ça ne se fait pas en un jour, la reconstruction d'un État. Donc l'ONU a, depuis 2011, déployé un certain nombre d'initiatives et qui, jusqu'à présent, à force de dire qu'elles ont eu des succès assez limités.
puisque finalement, bon, en 2014, on a reconnu le Parlement très rapidement, hein, alors qu'il a été élu dans des conditions... Le Parlement qui est à Tobrouk aujourd'hui, hein, à l'est du pays, alors qu'il avait été élu dans des conditions bon, discutables, dans un contexte de polarisation extrême entre le maréchal Haftar et d'autres forces à l'ouest. Et donc, quelque temps après, on a mis en place, après les accords de Srelat en décembre 2015, un gouvernement d'union nationale qui a très vite été adoubé par le Conseil de sécurité et par la communauté internationale et qui est devenu le nouvel interlocuteur légitime. Hein, donc Tobrouk était un des corps constitués, mais n'était plus l'interlocuteur légitime comme ça l'avait été jusqu'en 2015. Et donc vous voyez qu'il y a eu, voilà, il y a eu plusieurs périodes. Quand Hassan Salamé est arrivé à l'été 2017, et donc effectivement mon intervention était après, il s'est heurté à plusieurs obstacles. Hein. Donc il a d'abord tenté dans un premier temps, il a défini dans sa feuille de route plusieurs priorités. La première priorité, c'était réunifier ces deux pouvoirs, qui sont celui de l'Est, enfin de Tobrouk, et celui de l'Ouest. Donc ça voulait dire réviser les accords de Srelat pour avoir un gouvernement inclusif et réunifier ses institutions. Donc il y a eu des négociations qu'il a commencé dès septembre 2017 et qui ont échoué, hein, puisqu'en décembre 2017, donc c'était un peu avant mon passage ici, février, disons fin décembre 2017, il a mis fin à ces négociations parce qu'en fait il s'est rendu compte que des deux côtés, hein, les gens avaient intérêt à prolonger le statu quo et donc finalement ils ne voulaient pas vraiment sortir par le haut. Donc ensuite, bien sûr, les trois autres volets de son plan de route, c'était l'adoption d'une constitution, hein, sur la base d'un draft qui a été présenté par un comité en charge de la rédaction de la Constitution, qui est un draft extrêmement clivant, hein, pour plein de raisons, et qui est une constitution, enfin un projet qui a peu de chances même pas de faire l'unanimité, mais en tout cas de pouvoir aller vers une sortie de crise. Je ne rentre pas dans les détails, mais si certains veulent me poser des questions, on pourra y venir. Ensuite, il y avait la question des élections, hein, qui était le troisième volet de son plan de route, sa feuille de route. Et le quatrième volet, alors c'est pas dans l'ordre, hein, c'est des choses qui étaient indépendantes. Le quatrième volet, c'est ce qu'il avait appelé la conférence nationale. Hein. La conférence nationale, où certains y mettent de la réconciliation. Enfin, vous voyez, c'était un concept. L'idée, c'était de rassembler autour d'une même table toutes les composantes et les forces vives et les gens qui ont de l'influence en Libye pour pouvoir sortir, effectivement, sur le modèle de ce qu'a pu se faire dans d'autres pays, amorcer un processus de réconciliation. Donc, vous voyez, l'histoire n'était pas écrite, hein, et quand je suis venu la dernière fois, l'histoire n'était pas écrite non plus. Hein, on était en train de voir comment cette conférence nationale pouvait se faire. Hein, parce que, si vous voulez, d'expérience des précédentes initiatives, à chaque fois qu'on a voulu faire des conférences, la question se pose tout de suite, en Libye, de la représentativité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 300 personnes, vous allez en avoir 500 qui vont vous téléphoner et qui vont vous dire pourquoi moi je ne suis pas sur la liste, etc. Et donc on se retrouve avec des discussions, effectivement, à n'en pas finir, et des conflits, parce que les gens ne sont pas sur la liste, hein, des invités. Alors ça tient à beaucoup de choses, à la fragmentation, à une absence d'histoire des partis politiques, par exemple, à proprement dit. Et donc, on voulait éviter de se heurter à cette question, de faire une conférence nationale comme ça directement. Donc l'idée, l'idée a germé chez Hassan Salamé, c'était fin décembre, finalement d'externaliser ce processus, hein, de conférence nationale et de se tourner vers le Centre pour le dialogue humanitaire, hein, qui est à Genève. C'est une organisation spécialisée dans la médiation, qui est active aujourd'hui dans plus de 40 pays dans le monde, et qui a une certaine expertise dans ce domaine, et notamment en Libye, où on est présent depuis 2011 maintenant. Donc présent, ça veut dire qu'on connaît les dynamiques locales, on connaît les acteurs locaux,
et on est à même effectivement de pallier un petit peu ce qui s'est fait auparavant dans les différentes initiatives onusiennes. Alors là aussi, il faut en parler un petit peu, parce que ça a été évoqué dans les réunions. Le mode opératoire, c'était souvent de réunir finalement des gens désignés par les Nations Unies, qui à un moment donné pouvaient être considérés comme représentatifs. Alors ça a été des chefs de partis politiques, souvent, à Srelat par exemple, des personnalités reconnues, de les faire sortir du pays, dans des négociations marathons, qui duraient souvent d'ailleurs plusieurs semaines. Ça s'est fait en plusieurs étapes. C'était commencé en Espagne, à Genève, au Maroc, donc hors sol. Et finalement d'arriver avec des textes qui sont un petit peu prémâchés, parfois de mettre des gens dans des salles différentes, pour essayer d'avoir un accord sans qu'ils se voient, quand ils ne pouvaient pas s'entendre, et puis d'arriver finalement à un texte final d'accord qui, s'y paraissait acceptable, quand ces gens revenaient dans le pays, il était découplé des réalités, pour un certain nombre de raisons, parce que des zones entières n'avaient pas été incluses dans ce dispositif, notamment les régions qui ont soutenu l'Ancien Régime, un certain nombre de personnalités proches de l'Ancien Régime qui sont encore très très influentes en Libye, c'est important de le dire. Et puis aussi, par exemple, les chefs de groupes armés, qui, qu'on le veuille ou non, tiennent la situation sur le terrain et ont la capacité de faire qu'un accord se tiendra, qu'un gouvernement pourra agir ou pas. Et donc finalement, voilà, on se retrouve avec des accords découplés des réalités. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les accords de Srelat. C'est pas que moi qui le dis, c'est les Libyens. C'est aussi une majorité de Libyens qui nous ont dit ça. Donc là, je parle un peu en tant qu'analyste, mais aussi en tant que... Je porte la voix des Libyens. Voilà, donc on en arrive à ce constat. Hassan Salamé nous confie en février, avec une lettre officielle, donc l'ONU accrédite, donne un mandat au centre pour conduire le processus qui ira à la conférence nationale. Et donc, ça veut dire concevoir quelque chose, de A jusqu'à Z, et le conduire en Libye. Donc, et là, petite équipe, je ne suis pas tout seul, on est quelques-uns, on a travaillé sur ce projet, et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait, avant d'aller à la conférence, il fallait revenir au peuple, aller consulter les gens, et qu'il fallait s'appuyer sur une base de légitimité qui soit une légitimité, appelons-la, populaire, ce qui d'ailleurs quelque chose qui est universel, je dirais, où on ne peut pas avoir de choses imposées par le haut s'il n'y a pas un minimum d'adhésion de la base et de consultation de la base. Donc en fait, on a bâti un processus. Ça a commencé par construire un site internet, une charte visuelle, et puis des questions, parce que ce n'était pas imposé, mais on est arrivé vers les gens avec, on leur a présenté d'abord un certain nombre de questions, qui sont des questions guides, non exclusives, qui leur permettaient aussi d'ajouter, en fonction des régions, des questions qui leur semblaient importantes. Et donc, on a conduit finalement en Libye pendant 3 mois, ça s'est fait de début avril, le 5 avril exactement, 2018 jusqu'au 10 juillet, 77 réunions consultatives dans 43 villes de Libye. Alors je dis en Libye, mais aussi à l'étranger, puisqu'on est allé consulter la diaspora libyenne. Ça s'est fait en Tunisie, ça fait au Caire, fait à Istanbul et à Londres. On aurait pu le faire ailleurs, mais on avait déjà un bon panel. Au Caire, donc c'est moi qui suis allé, c'était une réunion difficile parce qu'on avait, au Caire, on avait tous les gens partisans, toutes les tendances de l'Ancien Régime. Donc on est allé vers ces gens-là. Donc si vous voulez, l'idée c'est de les consulter sur des grandes questions qui ont trait à l'avenir de leur pays. Alors il y avait 4 grands chapitres. Le premier chapitre, c'était les priorités gouvernementales. C'était le chapitre un petit peu défouloir, si vous voulez. C'est les premières séries de questions.
c'est là où les gens, en général, dans les réunions, pendant 2 heures, exprimaient toutes les frustrations qu'ils avaient, les difficultés dans leur vie quotidienne et ce qu'ils attendaient d'un futur gouvernement en matière de mesures qui puissent améliorer leur vie au quotidien. Hein, je ne vous cache pas que la situation est très très difficile en Libye. Dans le sud, c'est vraiment, ils sont dans un dénuement total. Hein, moi, j'ai fait des réunions dans le sud au mois de juin. Il y avait 8 heures de coupure d'électricité par jour. Hein, donc c'était pas du tout de clim, dans des bâtiments en béton qui ne sont pas du tout étudiés pour ça. Hein, donc les gens souffrent vraiment. Hein, dans les hôpitaux, c'était pareil. Pas d'essence non plus, raffinée, ou en tout cas à des prix 20 fois supérieurs à celui officiel. Donc les gens vraiment sont dans des conditions très difficiles. Et qui n'avaient pas vu souvent un fonctionnaire de Tripoli depuis 7 ans. Hein, donc à plus forte raison, un étranger, l'ONU n'était jamais allé les voir. Donc si vous voulez, c'est important de dire ça, parce que plus que le rapport en lui-même, le rapport est important, mais le fait d'aller voir les gens et de montrer qu'ils sont écoutés, qu'ils sont consultés, et ça s'est su, hein, je vous parlerai après de la façon dont ça a été médiatisé en Libye, ça a eu un grand impact. Et d'ailleurs, au départ, on avait dit que ce serait un processus limité dans le temps. Il ne fallait pas que ce soit encore quelque chose qui dure 10 ans, les gens en ont marre, ils sont pressés de sortir de cette situation, on leur a dit que ça durera. Au départ, on voulait l'arrêter le 27 juin, parce que Hassan Salamé devait présenter il devait faire un discours mi-juillet, on voulait qu'il ait le temps déjà de présenter des premières conclusions, et finalement on a étendu face au succès et aux demandes, parce qu'en fait on pensait faire 30 réunions, 35, peut-être 40, mais pas 77. Hein. On est 5, vous voyez, 4-5 dans le groupe, dans l'équipe, donc il fallait y aller, c'est des zones qui sont difficiles d'accès, bon voilà, c'était beaucoup de fatigue, et puis ensuite, il faut savoir que comment on prépare une réunion? Voilà, ça c'est une question importante finalement. C'est pour ça que je vous disais la connaissance du local est importante, parce que on ne va pas dans une ville comme ça en disant bon, aujourd'hui on fait une réunion sur la place du marché, voilà les questions, hein, ceux qui veulent venir viennent. Non, ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire que d'abord, c'était annoncé à l'avance. Hein, donc nous, la personne qui allait faire la réunion, on allait dans la ville, on allait voir tous les gens qu'on connaissait sur place. Souvent, il y avait un interlocuteur privilégié, c'était le maire, hein, parce que les maires, c'est des gens qui ont été bien élus, qui sont en général compétents et qui ont une vraie respectabilité au niveau local. Ils ont une vraie assise sociale, en général. Ceux qui n'étaient pas bons, souvent ont été virés. Hein, le conseil municipal, collectivement, les a démis. Donc on a, globalement, des interlocuteurs de bon niveau qu'on connaissait depuis longtemps, hein, déjà, parce qu'on avait fait une réunion des maires avec Ejdi l'année d'avant, qui avait été un grand succès. Donc, bref, mais pas que les maires. Vous voyez, on allait voir aussi les associations. Et en général, avant de faire une réunion, on allait à la mairie, au conseil municipal, on exposait le projet, on demandait d'inviter voilà, les gens des associations, de tous les services municipaux, les groupes armés. Hein, on avait bien sûr les groupes armés, qui sont des acteurs importants. Dans certaines régions, je pense à la région Ibadite, par exemple, où on a l'imam qui s'est proposé d'en parler à la mosquée le vendredi pour annoncer l'événement. Hein, les radios locales, hein, il y a beaucoup de villes où il y a des radios locales. Bref, l'idée, c'était de pouvoir avoir le plus de diffusion possible, de façon à ce que, et c'est le message qu'on passait aux gens qu'on allait voir, aux acteurs, c'était on ne veut que personne soit exclu. Donc dans les municipalités dominantes arabes, on voulait que les Amazirs qui y vivent soient là, et aussi dans les villes Amazirs. Et là, il y a un témoin, puisque on a un participant ici, Nir Al-Zabi, qui est un Libyen, qui a travaillé avec moi sur ce projet dans certaines villes de l'Ouest. On a insisté pour que les minorités arabes dans ces villes à dominante amazigh soient aussi présents. Et ils étaient présents, et ils ont pris la parole, et ça s'est très bien passé. Voilà un petit peu l'idée. Donc on a fait, il n'y a eu aucun incident sécuritaire. Hein, on a même, non seulement il n'y en a pas eu, mais on a réussi à obtenir un cessez-le-feu assez bas en plein combat pour que la réunion puisse se tenir. Hein,
en juin 2018. Et la réunion s'est tenue, et le cessez-le-feu a tenu pour 24 heures, au moins pour la durée de la réunion. C'est-à-dire que les acteurs, au moins, s'étaient mis d'accord pour que les gens puissent venir s'exprimer. Donc, les trois lignes de force, je dirais, de ça, c'était l'inclusivité. Hein, c'était aller vers des gens qui n'avaient jamais été entendus depuis 2011. C'était la transparence. La transparence, c'est-à-dire que, comment ça se passait une réunion, on avait un comité de rédaction des recommandations de chaque ville. De chaque session, on faisait une réunion. Bien sûr, il y a des grandes villes où on a fait plusieurs réunions. Donc, qui étaient des gens du CRU. Un facilitateur de séance qui était quelqu'un du CRU aussi, hein, des gens qui ont l'habitude de diriger les réunions, et le représentant d'HD qui était là pour présenter le processus, expliquer ce dont il s'agissait, voir que tout le monde puisse s'exprimer. Hein. Parfois, je disais au président, bon, il y a tel qui veut parler, parce que je voyais qu'il y a quand même, voilà, il y a des tensions dans des communautés, il y a des choses compliquées. Et puis aussi mettre le label. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les réunions fonctionnent sur le même modèle. Et donc, c'est un petit peu l'étiquette Multaqa al-Watani al-Libi, ça s'appelait en arabe, donc avec un logo qu'on avait fait, qui faisait que les gens travaillaient tous sur le même projet. Ensuite, et on veillait aussi à ce que tout... En général, j'étais à côté des gens qui faisaient la rédaction, et je veillais bien que toutes les recommandations qui ont été faites, toutes les remarques, toutes les propositions soient notées dans les recommandations qui ensuite nous ont été transmises. Donc le comité de rédaction avait plusieurs jours, bien sûr, ce n'était pas le soir même, pour nous renvoyer les recommandations qui étaient mises sur le site internet de façon transparente. C'est-à-dire que si vous ouvrez le site internet, vous avez les recommandations des 77 réunions et tout le monde pouvait consulter les réunions des voisins et des autres Libyens. Les villes amazirs qu'ils souhaitaient, on leur a proposé de leur faire faire une traduction. C'est eux qui faisaient la traduction en amazigh. Hein. C'était une revendication souvent. Et donc, on a même financé la traduction en amazigh. Et donc, leurs recommandations sont en arabe et en amazigh sur le site, selon leur demande. Et j'ai un peu sauté quelque chose d'important, la préparation. Hein. On n'arrive pas à une réunion importante comme ça, d'une journée, sans avoir travaillé les questions. Donc, les gens qui venaient avaient souvent produit déjà des recommandations, s'étaient regroupés avant. Hein. Par exemple, à Zouara, si je prends l'exemple de Zouara, qui a été vraiment une réunion très constructive, qui est une ville amazigh à la frontière tunisienne, depuis une semaine, en fait, plein de groupes de la ville faisaient déjà des réunions pour travailler sur les questions et faisaient des pré-recommandations et désignaient une ou deux personnes pour aller les représenter à la réunion où j'assistais. Donc ça a été vraiment... les gens se sont emparés du processus. C'est pour ça que je dis... Pour moi, je suis content et fier de le présenter, pas pour nous, mais pour tous les Libyens qui ont participé, parce qu'ils se sont réinvestis la parole et, quelque part, la vie politique, hein, puisque c'est en 2011, beaucoup de gens ont fait ça, puis ensuite, le processus leur a échappé. Voilà. Donc c'est un petit peu voilà, sur la méthodologie. Maintenant, ensuite, sur la rédaction du rapport, on a clos le 10 juillet, comme je vous le disais, et on a mis du temps à rédiger ce rapport. C'était très long, parce qu'il y a eu les... comment dire, on était 4 à rédiger ce rapport. Il y a eu les recommandations, on avait 77 réunions. Hein, donc, je ne vous dis pas le nombre de... Déjà, il fallait classer par thème tous les choses où les gens étaient d'accord, où les gens n'étaient pas d'accord, etc. Et puis, il y a eu une participation par Internet. Il y avait une plateforme où les gens pouvaient... Et là, on a eu 2000 participations individuelles avec des associations ou des groupes ou des individus qui nous ont renvoyé, compris, ça prenait au moins une journée, hein, vraiment bien répondre aux questions. Donc, il a fallu aussi intégrer ça. Et l'idée du rapport, c'était que tout le monde qui avait participé à la réunion puisse, dans le rapport, voir ce qu'il avait dit, voir l'idée ou la proposition qu'il avait dite, même si effectivement, les 10 conclusions, les 10 points de consensus, on a synthétisé, tout n'y figure pas dans la conclusion, mais en tout cas dans le corps du texte, tout le monde devait être écouté. Et ce qu'on leur disait, hein, moi c'est le discours que je leur tenais en face à face hein, dans les réunions, parce qu'ils ont une défiance. Hein, ce qui ressort de ces réunions, c'est qu'il y a une défiance totale à l'égard des élites politiques qui ont émergé depuis 2011, et à l'égard de la communauté internationale, et à l'égard des Nations Unies.
Donc il y a une défiance et en même temps il y a une attente. Vous voyez, donc il y avait, pendant une demi-heure, on disait vous êtes les Nations Unies, vous êtes le shaitan, vous avez cassé le pays, vous avez ceci, vous n'avez rien fait. Bon, donc il fallait écouter et ensuite voilà, dire ben justement cette fois-ci on est là pour vous écouter et ce que vous dites ce sera dans un rapport et le rapport ira au Conseil de sécurité, à la plus haute instance internationale, donc votre voix sera entendue et je pense que l'engagement a été tenu de notre côté. Ce rapport a été transmis le 8 novembre par Hassan Salamé au Conseil de sécurité aux États membres. Et donc, ce n'est pas une fin en soi. Hein, comme je vous disais, c'est un processus. Après, on pourra discuter ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, ça a débloqué beaucoup de choses. Hein. Maintenant, il y a des gens qui peuvent se réunir, qui sont venus, qui ont l'impression d'avoir participé. Et ça a notamment suscité des grosses attentes. Alors, quelles sont les choses qui en sortent? Donc on a mis en exergue 10 points de consensus sur lesquels tous les Libyens se rassemblent. Alors en premier, d'abord il y a la souveraineté. Ça revenait systématiquement. C'est un désir de réappropriation de leur souveraineté, que les décisions soient prises en Libye par des Libyens, qu'il n'y ait plus de réunions hors sol ou de décisions qui soient prises dans des réunions à l'étranger. Donc ça revient tout le temps. Hein. Donc c'est et ça valait pour les réunions de Srelat, de Palerme, de Paris, du Caire. Bon, voilà. Ensuite, autre chose importante, c'est un désir d'État. Un désir d'État. Les Libyens veulent la reconstruction d'un État efficient qui répartit les ressources de façon équitable envers les régions, qu'il n'y ait aucune région ou groupe qui soit marginalisé. Hein, c'est important aussi que ce soit des groupes culturels, des groupes ethniques ou des groupes politiques. Les régions, vous voyez, il y a eu des choses intéressantes. Par exemple, les régions qui étaient à côté des sites pétroliers nous ont dit, nous, on souffre de la pollution consécutive, on devrait avoir, des compensations, par exemple, pour les dommages qu'ont subit l'environnement. Enfin bon, plein de choses qui sont, je pense, universelles. Hein, un désir, finalement, d'égalité, de protection. Alors, de services publics, donc l'État comme pourvoyeur de services publics, hein, très, très important. Un sens national, ça va avec la souveraineté, mais aussi l'idée qu'être libyen, ça veut dire quelque chose, malgré les disparités, malgré les tensions, malgré les identités locales. Les gens ne remettent pas en question leur libyanité, entre guillemets. Et ça a été réaffirmé. Al-Muatana, hein, c'est quelque chose qui est ressorti. Même dans les régions amazighes, les gens ne remettent pas ça en question. Hein. On a vu, même dans l'Est, où on a un petit groupe de gens qui sont plus sur une ligne autonomiste et identitaire forte, il n'y a pas de revendication vraiment de mettre en question la Libye en tant qu'entité nationale. Donc Al-Watan, voilà, la Libye comme nation. Ensuite, et aussi comme outil de protection contre les ingérences. Hein, c'est comme ça que c'est perçu aussi, la reconstruction nationale, c'est aussi pour se protéger. Ensuite, les autres choses qui ressortent importantes, c'est l'importance du local, qui n'est pas contradictoire avec la demande d'institutions centrales fortes. Hein, le local, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les premiers pourvoyeurs de services aux citoyens, c'est la première représentation, ou en tout cas émanation de l'État qui est au contact du citoyen et qui effectivement est bien ancré dans le tissu social. C'est ce qui fait que la Libye aussi, ce que je dis souvent, est toujours la Libye, parce que c'est ces institutions locales qui ont permis au tissu social de survivre à ces 8 mois de guerre civile, à une intervention militaire et à 7 ans d'absence d'État central. Donc c'est vers eux que se tournent les citoyens quand ils ont besoin de quelque chose, et ils y sont très attachés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une répartition, on peut dire décentralisation ou déconcentration, mais en tout cas plus de prérogatives et plus de moyens pour les municipalités. Aussi, ça va avec l'État central, c'est sauvegarder ce qui fonctionne. Les institutions qui ont survécu à ces 7 ans, c'est-à-dire la Banque centrale, la Compagnie nationale du pétrole, l'électricité, hein, l'eau,
La santé, vous savez que tout ça, c'est enfin, la centrale d'achat de médicaments, c'est quelque chose qui est centralisé, qui fonctionne encore, même s'il y a un niveau de corruption élevé. Mais l'électricité, par exemple, malgré les clivages, malgré la séparation Est-Ouest, je dis souvent, les techniciens de l'Ouest vont faire des dépages à l'Est et inversement, les fonctionnaires sont payés par la Banque centrale de l'Ouest, donc ça a tenu. Hein. C'est ce qui fait aussi, je dis souvent, que la Libye est toujours la Libye. Ensuite, dans le domaine de la sécurité et la défense, c'était un volet important, parce que les 4 volets, il y avait sécurité-défense, après les priorités gouvernementales, il y avait la répartition des pouvoirs, donc j'en ai parlé, et il y avait élection, constitution et réconciliation nationale. Donc là c'est important aussi. Les gens veulent une armée réunifiée, veulent une police, pourvoyeur de sécurité, la sécurité étant perçue comme un bien élémentaire, je dirais, un service public. Hein. Ils veulent la dissolution de ce qu'ils appellent les groupes armés illégaux. Hein. Et ils font bien la différence. Vous voyez, tout ça, ça a été très bien perçu par les gens, entre un certain nombre de groupes armés qui ont émergé pour défendre les communautés en 2011 et après, et qui travaillent en étroite collaboration avec les municipalités, hein, qui sont quasiment maintenant intégrées dans les autorités locales et qui font office de police. Et donc, dans toutes ces villes, il n'y a absolument pas de problème d'insécurité. Hein. Et puis les milices idéologiques ou politiques ou criminelles, hein, on peut dire ça comme ça, qui sont minoritaires quand même en Libye. On peut dire qu'elles sont largement minoritaires, qu'on trouve à Tripoli par exemple, hein, les grandes milices avec des activités qu'on peut qualifier de criminelles ou de mafieuses. Et un certain nombre donc les gens font la différence entre les deux. Les unes ont vocation effectivement à sortir de la scène, les autres ont vocation à être intégrés dans l'armée et la police. Le désarmement, la mise sous contrôle des armes, hein, donc ils sont bien conscients que tout le monde ne rendra pas sa Kalachnikov, mais ils veulent un système d'enregistrement avec des numéros, des choses, des réalistes, hein, et que les groupes armés, que les miliciens sont prêts à accepter. Puisque eux-mêmes ont participé, et ça, souvent les propositions venaient d'eux-mêmes. Ensuite, on a les 3 dernières questions, et j'en terminerai là-dessus, que sont la Constitution. Ils veulent bien sûr une Constitution, mais pas n'importe comment. Hein, effectivement, il y a des régions qui ont dit que le draft tel qu'il était à l'heure actuelle était inacceptable, notamment les régions Amazigh par exemple, mais pas que. Hein. D'autres qu'il faut revenir à la Constitution fédérale de 51, d'autres à la Constitution de 63. Bref, c'est le point où il y a le plus de divergences, où effectivement c'est compliqué, parce qu'on touche à un sujet qui comment dire, va régir l'avenir d'un peuple pour des décennies. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que les gens disent qu'il faut du temps, et que ce n'est pas dans les 6 mois à venir qu'on pourra adopter une constitution définitive. Donc ils se rejoignent sur l'idée qu'il peut y avoir un texte transitoire qui permette d'aller vers des élections, et quelles élections, mais que la forme définitive de la constitution devra être laissée pour plus tard. Et les 2 dernières questions, c'est la question des élections. Alors oui, il y a une chose importante que j'ai oubliée sur l'armée. La quasi-totalité des Libyens est d'accord sur le fait que l'armée doit être apolitique, doit être en dehors du champ politique et doit être sous le pouvoir, sous la coupe du pouvoir politique, légitimement, légalement élu. Ça, c'est important aussi de le dire, parce que une minorité de gens en Libye veulent d'un homme providentiel, vous voyez, ils veulent plus de ça. Hein, ils ont vécu ça 42 ans. Je pense que il y a certains qui peuvent le dire ou le penser, mais ils sont encore une fois minoritaires. Donc les élections, pour eux, il faudra aller aux élections, mais pas n'importe comment, hein, avec des règles claires, un texte clair. Mais effectivement, oui, ils considèrent les corps actuels comme périmés. Ils disent, comme on dirait, d'un produit alimentaire qui est périmé, ils disent pour eux c'est fini. Salahia, on dit en arabe, c'est terminé. La date de péremption est passée, ils n'ont rien fait, ils ont échoué, ils ne sont plus légitimes. Maintenant, il faut repasser par des élections. Et la dernière chose très importante, c'est la réconciliation nationale. Alors, il y a un fort désir de réconciliation nationale, qu'elle soit sociale et également politique, sachant
que ce sera un processus long, et que la réconciliation nationale en Libye aura des formes et des, je dirais, des mécanismes qui seront propres à la société libyenne. Hein, ça, c'est dit clairement, avec leurs mots à eux. Même en arabe, c'est pas l'arabe, c'est pas c'est pas la justice transitionnelle telle qu'on peut l'entendre, on l'a entendu en Algérie ou en Afrique du Sud. C'est un terme tassalouhiya qui va aussi avec la réconciliation et notamment avec la reconnaissance de ses torts. Voilà. C'est pas forcément donner des compensations, mais c'est reconnaître qu'on a fait du mal à autrui. Voilà, tous ces grands concepts. Et voilà. Donc le rapport, il est consultable, hein, il y a une traduction en anglais. Ça, c'est important, je tiens à venir là-dessus. Le rapport a été rédigé, la version qui fait foi a été rédigée en arabe. Hein, les recommandations sont en arabe. Ce n'est pas nos recommandations. On s'est appuyé sur des choses, on les a reprises, bien sûr. Mais, et il a été revu entièrement par un collègue libyen qui, bien sûr, comme je vous disais, les termes de vocabulaire, ce n'est pas des termes tunisiens, ce n'est pas des termes libanais, c'est des termes qui correspondent vraiment à l'identité et à la mémoire politique des Libyens, à la culture politique des Libyens. Voilà, j'en ai terminé. C'était un peu long. Merci. Mais... Non, merci. Merci beaucoup, parce que vraiment, je ne sais pas si vous mesurez la chance que nous avons d'avoir une information tout à fait exclusive sur l'état des choses. Si j'ai donc bien compris, hein, je ne veux pas interpréter, ce qui fait que vous étiez plutôt pessimiste en mars et que vous êtes plutôt optimiste, pour autant qu'on puisse utiliser ces concepts, c'est la richesse de tout ce processus. C'est ça qui fait la différence entre ce que vous pensiez en mars et ce que vous pensez maintenant. Oui, je pense qu'effectivement, comme je vous disais, en mars, on observait cette fragmentation et puis on avait du mal à voir comment on pourrait dépasser ces blocages. Et donc je crois que là, effectivement, le constat que j'ai dit tout à l'heure, pourquoi on a fait ça, c'est justement pour répondre à la fragmentation. Donc il ne faut pas le nier, bien sûr, il y a des choses qui seront compliquées, mais oui, je suis optimiste aussi parce que je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité. On est rentré dans quelque chose, les gens sont lassés aussi. Il y a une grande lassitude. Et de redonner, je disais, de bénéficier de ce que j'appelle un réservoir de légitimité peut permettre justement de sortir des blocages institutionnels qui sont toujours présents et qui étaient, en tout cas en mars, dominants sur la scène. Donc on a contourné finalement, on a réussi à... Alors je ne dis pas que ça va fonctionner, hein, l'histoire est... Mais quand je parle de fenêtre d'opportunité, je dis pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, je vous dis, il y a une lassitude des gens. Hein. Vraiment, les gens sont fatigués et ont envie de sortir de cette phase qu'ils appellent, ce que les Libyens appellent la phase de transition, ce que les gens peuvent dire en Occident, la crise. Pour eux, ils appellent ça, voilà, la phase de transition a assez duré. Ensuite, fenêtre d'opportunité, parce que je pense qu'il y a un affaiblissement des grands acteurs qui bloquaient le processus, qui bien sûr vont pas se laisser éliminer comme ça, mais qui sentent qu'ils ont perdu vraiment la main et de la légitimité. Il y a une fenêtre d'opportunité, je pense, internationale aussi. On a l'impression qu'en ce moment, voilà, la communauté internationale, c'était visible à Palerme, hein, c'est un signal, la réunion de Palerme d'il y a 3 semaines. Il y a quand même un message d'unité où on n'est pas dans un schéma à la syrienne, où effectivement on a une guerre par procuration. Donc je pense, et j'ai tendance à penser aussi au Conseil de sécurité, là je ne peux pas du tout m'avancer sur la suite, hein, mais en tout cas pour l'instant la Libye n'a pas été un enjeu de division majeure. Et voilà, on peut imaginer que dans les mois à venir, il puisse y avoir une situation interne qui soit favorable et une situation internationale qui puisse aussi aider. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. La Libye n'est pas un vase clos. La Libye est aussi le jeu des pressions, des ingérences, des interventions. Et il ne faut pas non plus être angélique. Il y a beaucoup de pays qui ont
développer des relations avec telle ou telle faction. Et dans un pays en reconstruction, quand on se sent soutenu par un grand parrain, on n'a pas forcément intérêt de négocier avec son voisin, parce qu'on se dit que voilà, on est soutenu, on a des... Donc je crois que là aussi, il ne faut pas se voiler la face non plus, mais je pense que les choses... Voilà, pendant les 6 ou 8 mois à venir, on peut imaginer... Alors, ça va peut-être pas durer, hein, les fenêtres d'opportunité, par définition, c'est des fenêtres, et c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant essayer vraiment d'avancer sur des œufs pour transformer cet essai du processus consultatif en un succès de la réunion. Maintenant, cette fameuse réunion qui s'appelle Conférence nationale va se tenir. Hein, elle va se tenir. Hassan Salamé l'a annoncé pour fin janvier ou début février. Elle va se tenir en Libye. Hein, ça, c'est une demande forte des Libyens. Elle se tiendra en Libye. Hein, et donc, voilà, on travaille là-dessus maintenant. Merci beaucoup. C'est à vous. Vous n'oubliez pas qu'il faut attendre le micro pour que la vidéo vous entende. Allez-y. Alors bonjour, merci pour votre exposé. J'avais 2 petites questions. Tout d'abord, vous parliez des attentes, des espoirs des Libyens suite à cette consultation onusienne, enfin du moins avec cette poussée de l'ONU. Moi, j'aurais voulu avoir votre impression à vous de la perception de la population par rapport à cette intervention extérieure, encore une fois. Vous l'aviez un petit peu souligné dans votre exposé, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir comment est-ce qu'ils perçoivent justement l'intervention d'un organisme extérieur. Comment mettre en balance, justement, éviter de faire passer cela pour de l'ingérence, mais plus que pour de la médiation. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Et ma deuxième question, c'était, vous parliez beaucoup de l'identité nationale, de cette adhésion à la libyaineté. Est-ce que la population a pour espoir ou pour sensation que leur avenir est bel et bien en Libye et qu'ils n'auront donc pas... ce besoin de sortir du territoire libyen pour construire leur avenir. Bien sûr, je parle de la migration illégale, parce qu'on sait que la Libye est à la fois un pays de transit et un pays de départ. Est-ce qu'ils voient bien, est-ce qu'ils perçoivent que la Libye peut être l'endroit où se construira leur avenir? Merci. Allez-y. Alors, la première question, vous parliez des ingérences, mais à quelle période vous parliez de l'ingérence en... Tout au long, depuis 2011, et puis justement, votre nouvelle, ce nouvel acte. Si vous voulez, en fait, je dirais que quand j'ai dit qu'ils étaient attachés à leur souveraineté et qu'ils rejetaient toute ingérence, donc j'en ai un petit peu parlé, bien sûr, l'intervention de 2011 a été évoquée en premier lieu. On a été dans des villes, enfin, Nir m'a accompagné, il est témoin, hein, où j'ai dû pendant 2 heures, en plus je suis français, vous voyez, donc, donc c'était la France, c'était Sarkozy, donc bien sûr, ils ont vidé leur sac, hein, et pas que des régions qui étaient forcément des régions de soutien à Kadhafi, j'ai entendu ça dans des régions aussi partout, hein, vous avez cassé tout, maintenant, voilà, vous avez cassé l'État, bon. Donc oui, bien sûr, on a eu ça, bon. Donc là, je pense que j'ai un peu répondu, et sur la relation à l'ONU aussi, quand je parlais de relation un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une relation amour-haine, bien sûr, ils se méfient de l'ONU, mais en même temps, ils voient bien que ils préfèrent l'ONU qu'un pays, par exemple. Ils savent bien que, normalement, voilà. Donc la deuxième question. Oui, la deuxième question, écoutez, c'est des êtres humains. Je veux dire, comme je vous disais, les gens dans le Sud, moi je suis resté en contact, bien sûr, ils continuent à m'écrire. Ils sont dans une situation terrible. Qu'est-ce que vous voulez, un étudiant qui m'écrit en novembre, l'université n'a toujours pas ouvert, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de professeur, je suis chez moi, voilà, ils ont 24 ans, c'est des gens brillants, hein, il y a des gens qui sont... je ne sais plus, moi j'ai reçu des dessins de jeunes qui me disaient la seule façon de sortir de Libye, vous savez, ils dessinaient un grand lance-pierre comme ça, c'est de se mettre... Enfin bon, bref, oui, il y a des gens qui sont... Et il commence à y avoir
y compris les gens de la classe moyenne. On l'a vu il y a quelques mois, des gens qui sont partis sur des bateaux pneumatiques, c'est nouveau. Oui, c'est un phénomène nouveau. Donc ça c'est des données lourdes qui ne se changent pas en un jour. Hein, quand vous dites... donc, en même temps, la majorité n'auront pas les moyens ni de partir, ni de faire leur vie ailleurs. Donc, ils sont obligés de rester. Donc, oui, bien sûr, il y a des attentes, il y a des souffrances énormes. D'autant plus que c'est un pays riche. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Hein, c'est que vous avez plus d'1 million de barils de jour. Et donc, ils savent qu'il y a de l'argent, qu'il y a d'énormes détournements d'argent. Là aussi, il y a un volet économique qu'il va falloir... ça fait partie des choses qui vont devoir ressortir aussi sûrement de cette conférence nationale. C'est une optimisation du fonctionnement des institutions centrales, des lettres de crédit, enfin des choses qui ont été... Il y a des fortunes considérables qui sont faites en Libye depuis 2011. Ou même des gens qui ont acheté dans l'immobilier ailleurs. Donc oui, je ne vous cache pas. Et en même temps, vous avez eu un approfondissement général et massif d'une grande partie de la population. Hein, donc, appauvrissement. Oui, un appauvrissement. Oui, non, parce que bon, les gens, vous savez, les Libyens avaient beaucoup de cash en fait chez eux. Ils n'ont jamais fait confiance dans les banques, donc il y a des sommes énormes qui étaient mises de côté sous Kadhafi. Bon, ça, je sais à l'époque où je vivais en Libye, je sais bien comment fonctionnait le système. Donc ces gens, ces classes moyennes ou ces gens qui ont puisé là-dedans, maintenant ils sont à l'os, quoi. Bon. Donc oui, il y a quelque chose qui est préoccupant. Mais après, c'est une course contre la montre. Hein, et je pense que pour ça je parlais tout à l'heure de mesures, c'est-à-dire une des choses qui devra ressortir dans les prochains mois ou du prochain gouvernement, c'est qu'il puisse y avoir des choses qui touchent directement la vie des gens. C'est pour ça que je parlais aussi des municipalités, parce que les municipalités ont les moyens. Bien sûr, il faut aussi que les autorités centrales, mais de changer le quotidien des gens. Sinon, ce sera, effectivement, si ces attentes sont déçues, on peut tout imaginer. On peut imaginer, effectivement, un retour d'affrontement. On peut imaginer, et puis une Libye sans institution encore pour longtemps. Hein, donc. D'autres questions? Ici. Bonjour. Alors, moi, c'est pour revenir justement au rapport d'influence. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un paradoxe par rapport à la politique de la France vis-à-vis de la Libye, qui œuvre depuis maintenant longtemps quand même avec l'ONU pour la reconstruction institutionnelle, politique du pays, mais qui, parallèlement, soutient plus ou moins, soutient une partie plus qu'une autre. Et enfin, pour moi, il y a quand même un énorme paradoxe et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc vous me demandez de commenter, c'est difficile. Je pense qu'effectivement, vous avez bien vu, qu'il y a eu à un moment donné des choix faits par la France de considération sécuritaire et dans un contexte de terrorisme où effectivement on a soutenu certains acteurs parce que je pense certaines autorités chez nous considéraient que c'était la priorité et qu'on avait mis l'accent sur le côté sécuritaire. Donc voilà. Et maintenant, je pense que maintenant, en tout cas, c'est pas de la langue de bois, je vous dis, je suis pas du Quai d'Orsay, hein, mais je pense qu'il y a une évolution vers vraiment la volonté de sortir par un processus politique qui s'appuie sur cette initiative. D'ailleurs, j'ai pas fini, excusez-moi de répondre à votre question, et pour terminer, je dirais que oui, ça va. Je suis un petit peu optimiste aussi à cause de ça, parce que je pense qu'effectivement, pour répondre à votre question, pour parler par exemple de l'homme fort de l'Est, hein, qu'on a. Mais il n'y a pas que nos politiques. Si vous prenez les couvertures médiatiques, on en a fait quand même quelqu'un je pense, de démesurément important par rapport à l'avenir ou perspective politique qui peut offrir pour la Libye.
hein, quand je dis les Libyens ne veulent pas d'un militaire au pouvoir, c'est vrai, même dans l'Est. Donc à un moment donné, il a pu servir parce que c'était la lutte contre le terrorisme, Daesh, etc. Et Benghazi était en guerre. Mais je dirais que je pense que beaucoup, y compris à l'international, ont compris que ce n'est pas une solution au problème. Voilà. De la Libye, ce ne sera pas l'homme providentiel qui va permettre de sortir la Libye de sa division. Mais à part vous qui êtes français, bon, on a bien compris, est-ce que les autorités françaises sont partie prenante de cet effort que vous nous avez raconté, ou bien est-ce que les tentatives de sommet parisiens, elles vont à l'encontre un peu d'une certaine manière de cette démarche? Parce que vous reprenez les choses à la base et vous essayez de reconstruire par le bas. Le sommet auquel on a pu assister, c'était une tentative de reconstruction, si on peut dire, mais en tout cas par le haut. Oui, non mais je suis bien d'accord. Ça j'ai dit, et bon, quelque part j'étais clair là-dessus, et les Libyens sont positionnés là-dessus. Maintenant, je vous parle au jour d'aujourd'hui. Je pense, ce projet, nous avons été le présenter au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, et qui ont vraiment dit c'est quelque chose de formidable et c'est une initiative qu'on va soutenir. Hein, et je pense que maintenant, le message est passé. Si j'ai autant aussi, vous m'avez vu un peu dans les médias et j'ai fait des interviews, c'est parce que justement je voulais faire connaître ça et on l'a fait connaître aussi à nos autorités. Et le retour qu'on a eu, c'est écoutez, voilà, on est sur cette ligne et on pense que la conférence nationale doit être maintenant le lieu, ou en tout cas une des étapes vers la sortie de crise. Et donc je pense, hein, je ne vais pas parler au nom du ministère, mais moi c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je peux vous assurer. Hein. Là, encore une fois, ce n'est pas du tout de la langue de bois. Et pour finir, ce que disait Madame, nous, on a veillé à être profil bas. Vous voyez, quand je vous disais que j'allais aux réunions, bon, souvent, ces gens, je les connaissais, et je leur disais, c'est votre réunion. C'est pas moi qui vous dis ce que vous avez à dire. Les questions, il y a un guide de questions, mais si vous voulez ajouter des questions, vous rajoutez les questions. Et nous, on portera votre voix au Conseil de sécurité. Donc non, vraiment, on a été super bien accueillis, quoi. Donc je vous disais, il y a eu ce déversoir de 2 heures, mais là aussi, qui est important, parce que les gens sont en public devant leur base, ils ont besoin de faire du cinéma. Vous voyez, dans une ville qui a soutenu Kadhafi, vous ne pouvez pas commencer une réunion sans dire tout le mal que vous pensez de l'OTAN et de l'intervention, etc. Donc on sait qu'on va passer par 2 heures ou 3 heures où tout le monde va être dans son rôle. Voilà. Mais je ne me suis jamais senti, personnellement... et vous savez, les gens, après, leur parler, vous les écoutez, vous êtes là, déjà, et je pense que, non, j'ai jamais ressenti... j'ai pas ressenti, plus que ça, de méfiance à l'égard de ça, justement. Donc, par contre, si effectivement, in fine... ils ont dit, qu'est-ce que ça donne? Alors, au mois de septembre, on recevait des appels. Alors, le rapport, il n'est pas encore... Où ça en est? On disait, écoutez, on préfère que ce soit un bon rapport plutôt que de faire un truc. Et le rapport est sorti. Et on a eu, ça c'est important, je ne l'ai pas dit, c'est que j'ai eu que des retours positifs. Il n'y a personne à dire, oui, je ne suis pas content, on a participé. Donc, vous voyez, il y a eu plus de 7000 personnes qui ont participé physiquement dans les réunions. Il y a eu 1 800 000 personnes qui ont participé, parce qu'on avait une page Facebook, on avait des trucs, je ne suis pas spécialiste de tous ces trucs, mais il y avait Twitter, il y avait, on avait les médias libyens, hein, les télés, j'ai fait plein d'interviews pour les différents médias libyens qui couvraient les événements, même parfois ils filmaient à l'intérieur. Alors on demandait l'autorisation aux gens, hein, est-ce qu'ils peuvent filmer? Parfois c'était difficile, ils disaient ils filment le début et pas la fin, parce que s'il y avait des disputes, ils ne voulaient pas non plus que ça présente une image de leur communauté qui soit préjudiciable à leur communauté. Mais tout ça, et c'était en direct parfois à la télé. Vous savez, il y a beaucoup de médias maintenant, il y a beaucoup de télé en Libye. Donc voilà, 1 800 000 personnes sur 6 millions d'habitants. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. Et au final, oui, si ça débouche sur rien, les gens seront déçus. Hein. Mais c'était un pari à faire. Non, on s'est dit, on prend le risque. Et nous aussi, c'est sûr que...
on aura du mal à retourner dans certains endroits si ils disent, bon, finalement, notre truc, ça n'a encore servi à rien. D'autres questions? Il n'y en avait pas ici, par là. Oui, pas de problème. Alors, merci tout d'abord pour votre intervention. Je voulais dire que votre approche, je pense qu'elle convenait très bien à la société libyenne qui, il fut un temps où elle a connu, avec le système de Kadhafi, des Tamarat Charbia. Oui, mais ça, je sais. Et oui, mais parce que moi je suis libyenne et ma famille m'en parlait beaucoup, et quand vous l'expliquez, je me suis dit c'est un système que les Libyens connaissent bien, et il y avait une forte participation à un moment donné, donc je pense que c'était adapté. Oui, ça je l'ai décrit. Bon, je l'ai décrit dans mon livre, j'ai fait tout un chapitre là-dessus sur les charbiates et les conseils populaires. Alors, souvent les gens me disaient ça. Finalement, on est revenu à l'époque Kadhafi, on fait des réunions comme ça. Et je dis oui, mais la différence, c'est que là, c'est vous qui écrivez. Le communiqué final, il n'est pas écrit d'avance, vous voyez, parce que c'est vrai que souvent, quand même, dans ces réunions, il y avait, à la marge, il y avait quand même, faut pas non plus diminuer l'importance. Au niveau local, il y avait, les gens se faisaient entendre, et c'était un contre-pouvoir. Hein. Kadhafi ne faisait pas non plus ce qu'il voulait, c'était pas le Troisième Reich. Hein, donc oui. Mais ça a été souvent dit. Effectivement, dans la culture populaire, bien sûr, dans la culture, la psyché libyenne, je dirais, ils ont l'habitude de ces discussions. Et je peux vous dire que c'était nickel. Ça se passait super bien, la circulation de la parole. On a eu vraiment des grands moments, quoi. Puis je me souviens de ce monsieur qui est arrivé. C'était à Yefren, là, qui est arrivé. C'était un citoyen qui est arrivé dans la réunion et qui m'a interpellé. Ça durait un quart d'heure. Il lâchait pas le micro, vous voyez. Il égrenait tout le mal qu'il pensait de tout. Et en fait, ça a été un défouloir. Les gens s'attendaient à ce que, ça se passe mal, donc ils essaient de le calmer, vous voyez. Et puis à la fin, je me suis levé. En fait, je suis allé lui serrer la main et on a déjeuné ensemble. On est devenus super. Voilà. Enfin, ça s'est super bien passé. Donc je pense que les gens. Il y a une mise en scène, ils avaient besoin de parler, quoi. Voilà. Mais non, il y a il y a eu plein de grands moments, donc j'espère que ça pourra servir à quelque chose. Je voulais aussi rebondir sur la question de Madame par rapport à la migration. Je tiens à préciser, je ne parle pas en tant qu'experte, mais juste en tant que libyenne, donc c'est purement subjectif ce que je vais dire. Mais il me semble qu'en Libye, on n'a pas vraiment cette culture de l'immigration, et que s'il y a un phénomène récent de Libyens qui quittent le territoire, c'est plus pour des questions de sécurité et des questions économiques, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de liquidité, plein d'autres questions. Non, mais c'est-à-dire que si juste la question de la stabilité de la Libye revenait, on verra beaucoup de retours et beaucoup de stabilité, alors que si c'est pour des questions, par exemple, de migration illégale, là, c'est autre chose, et c'est lié, par exemple, à l'existence d'un État et un retour d'efficacité de ces services. Et puis juste une question pour vous, du coup, parce que tout à l'heure vous vouliez présenter les 4 chapitres de vos. Excusez-moi, je suis parti sur autre chose. Oui, donc les 4 chapitres, c'était voilà. Donc les priorités gouvernementales. Donc c'est ce que je disais. Hein, c'était un petit peu. Elles sont aussi dans le rapport. Hein, on les a présentées, les questions guides pour ceux qui veulent les voir. Le rapport il est traduit en anglais. Hein, donc ouais, ça m'est revenu le terme justice transitionnelle, justice. Vous voyez, donc bon. En deuxième partie, on avait Anne Moddifar, donc les questions de sécurité et de défense. Hein. Donc c'est toute la question de la reconstruction de l'armée, de la police, des services de sécurité, la subordination, l'articulation entre le pouvoir politique et l'armée, la réunification entre l'Est et l'Ouest, l'intégration des groupes armés, la reconversion des jeunes. Hein, voyons, alors, les femmes, on a eu 40% de participation féminine, soit dans les réunions avec les hommes, hein, quand c'était possible. Et on le disait, quand j'allais aux réunions préparatoires, je disais aux gens, bon, on aimerait que alors on ne peut pas leur donner des ordres, on n'est pas non plus... mais on disait, voilà, ce serait bien qu'il puisse y avoir les jeunes, donc les étudiants, les universitaires, les jeunes étaient là. Il y a des jeunes... Ardamès, il y a un jeune de 22 ans, je peux vous dire, qui était super brillant. Hein, et il a pris la parole devant des anciens. Vous savez, c'est une société un peu traditionnelle, hein, quand même, les anciens. Et
Et il a dit des choses très très intéressantes. C'est peut-être la première fois qu'il s'exprimait en public pour dire ce qu'il avait à dire. Les femmes étaient là, elles ont participé aux réunions, et quand, bon, dans des villes un peu traditionnelles où on n'arrivait pas, on voyait qu'il y en avait deux, elles étaient au fond de la salle et elles n'osaient rien dire. Bon, on a dit on va faire des réunions pour les femmes, quoi, donc spécifiques. Et donc on en a fait plusieurs qui ont été des grands succès. Hein, elles ont énormément participé, elles ont fait des recommandations extrêmement bien structurées, extrêmement concrètes, de très très bon niveau. Hein, je peux vous dire que les recommandations des femmes, c'était sûrement les meilleures qu'on ait eues. Honnêtement, hein, parce que je pense qu'elles avaient vraiment envie de produire, elles étaient motivées, elles sont venues, elles ont passé des soirées ensemble pour préparer la réunion, et c'était super intéressant. Donc oui, on a eu vraiment des choses, des choses intéressantes de ce côté-là. Donc, et je disais ça, je parlais des femmes parce que c'était les mères de miliciens souvent. Elles ont des fils. Donc quand elles parlent de reconversion, on rentrait dans des choses concrètes. Hein, des bourses, ou une somme d'argent pour pouvoir ouvrir un petit commerce. Vous voyez, des choses. Comment avoir des incitations pour que ces jeunes quittent les groupes armés. Troisième volet, c'était la répartition des pouvoirs. Tawzir sultat. Donc notamment toute la question de l'articulation entre pouvoir central et pouvoir local. Quelles prérogatives pour le pouvoir central, quelles prérogatives pour le local. Avec là des choses très très concrètes et très techniques. Si vous voyez dans le rapport, on est rentré dans les détails. La loi 59 sur la décentralisation, des choses qui sont juridiques et qui se posent dans n'importe quel pays et qui touchent à la vie des citoyens. On a eu des juristes, l'ordre des juristes de Tripoli qui a fait une réunion et qui nous a produit des choses très intéressantes sur la décentralisation. Ensuite, et le quatrième volet, ça regroupait 3 questions importantes, mais qui sont liées. C'est constitution, élection et réconciliation. Alors pourquoi on les a émises dans le même chapitre? Parce qu'en fait, fondamentalement, vous ne pouvez pas avoir d'élection réussie dans un pays fragmenté sans un début de réconciliation. Si les gens disent on ne veut pas vivre ensemble, ou on n'accepte pas un tel, on peut faire des élections réussies, comme en 2012 ou en 2014, puisque techniquement, l'ONU a mis son label et a dit que les élections avaient été un succès. Mais au final, elles n'ont pas été acceptées. Je pense parce qu'effectivement, pour un tas de raisons, mais notamment parce qu'elles n'étaient pas suffisamment inclusives et parce que justement, ce que pourrait donner cette conférence nationale, c'est-à-dire un début de réconciliation, n'avait pas été fait. Voilà. Donc vous les avez maintenant, les 4. Ici. Oui. Il y a quelque chose qui me chagrine par rapport à votre processus de médiation. C'est une médiation? Non, c'est pas une médiation. Moi, j'appelle pas ça une médiation. Une médiation, c'est quand effectivement on essaie de faire entre 2 groupes ou plusieurs groupes qui puissent se parler. Là, c'était un processus vraiment de consultation populaire. Oui, mais je suis médiateur. La médiation consiste à mettre toutes les parties en présence autour d'une table et à les faire s'exprimer pour récupérer leur... voilà, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'accord sur le désaccord, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît ce qui ne va pas partout, sans juger. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est votre rapport. Oui, tout à fait. Maintenant, la phase suivante, il y en a 4. La phase suivante, c'est la recherche de solutions. Et la recherche de solutions, vous avez cité une conférence nationale. Oui, tout à fait. Moi, je m'interroge sur, je dirais, le changement à ce niveau. En fait, les 77 réunions que vous avez faites, elles sont, je dirais, le peuple. Alors que la conférence nationale, elle rechange de main. Et il y a un risque là. Oui, je sais, je suis bien conscient. Mais alors, si vous voulez, l'idée de la conférence nationale, vous voulez continuer la question ou vous voulez que je réponde tout de suite? Vous avez... D'accord. Non, je pense que c'est pour ça que je disais la médiation, parce que vous savez, les médiations, on en a fait beaucoup. Je dirais que la médiation, elle va arriver là. Le noyau dur, je dirais, si on peut appeler ça médiation, parce que c'est pas du bilatéral, ça va être du multilatéral.
mais il va arriver au moment de la conférence nationale, proprement dit. Alors, il faut qu'effectivement on mette en place des critères objectifs sur la participation, objectif et transparent. Qui va y être? Je ne vais pas vous le dire, parce que pour l'instant, c'est... Qui va participer? Comment les premiers participants, les 7000 personnes qui ont participé, en fait, et puis le peuple, d'une façon générale, va... Je veux dire, en fait, c'est normalement, si on est dans un processus constructif comme il est démarré, il faudrait que les représentants qui vont être, peu importe le processus, qui vont être autour de la table pour la conférence nationale, soient validés d'une manière ou d'une autre par le peuple. Et dès l'instant où ils ne le sont pas, il y a, je dirais, ça remet en cause. Vous voyez ? Oui, mais vous voyez bien que vous butez sur une question effectivement, valider comment? Après, il faut repartir. Est-ce qu'on repart sur un processus électoral? Alors, si vous voulez l'idée qu'on... Vous avez un site internet? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'idée, je ne vais pas vous dire, on n'en est pas au bout. Et puis, in fine, c'est l'ONU qui va organiser cette conférence. Donc, nous, on a fait notre travail. On travaille, effectivement, on essaye d'approvisionner, mais c'est Hassan Salamé qui décidera quels algorithmes, je dirais, il veut mettre en place. Alors, il y aura une partie des gens qui seront dans cette réunion qui seront des gens qui ont émergé, qui ont été portés un peu par les différentes réunions qu'on a faites. Donc, c'est les figures, des gens qu'on... Et puis les autres, c'est des gens qui soit ont la capacité de faire échouer des spoilers potentiels, soit qui ont la capacité effectivement, de soutenir les décisions qui sortiront de cette conférence. Cette conférence, ce n'est pas un nouveau corps, ce n'est pas quelque chose qui va engager la Libye pour des décennies. C'est pas une institution. C'est pas une institution. Et on a dit, les gens qui viendront à cette conférence, vous n'aurez pas un ticket pour un poste de ministre, ça ne vous donnera pas droit ou priorité pour vous présenter dans n'importe quoi. Vous venez là en tant pour vos qualités, je dirais, de votre citoyenneté, votre désir de faire sortir votre pays, et sur la base des recommandations. La différence, effectivement, c'est qu'en fait, ce qu'il leur proposait, ils ne vont pas sortir à l'issue de cette conférence avec des recommandations. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent sortir de ça une charte nationale, un genre de charte nationale, qui soit basée sur les 10 points de consensus qui émergent de ces 77 réunions. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, effectivement, l'idée, c'est bien sûr d'aller vers une constitution qui, de toute façon, sera mise à référendum. Enfin, il n'est pas question d'imposer, cette conférence n'aura pas les moyens d'imposer une constitution ou même un texte électoral. Le texte électoral devra quand même être validé par... mais on pense que ça peut permettre justement d'avoir bien plus de représentativité et de légitimité que les corps actuellement en ont. Mais on est bien obligé de s'appuyer sur un système à un moment donné. Parce que, encore une fois, effectivement, il y a aussi des villes de Libye qui n'ont pas participé, donc ils vont dire pourquoi moi je n'ai pas été entendu. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué, mais je pense, je peux me tromper, je pense que sur la base d'entre 200 à 300 personnes, on peut, et là je connais bien la société, je pense qu'on peut arriver à couvrir à peu près tout le spectre et toucher une grande partie de la population. Mais sachant que la base de réunion, ce sera les recommandations populaires. Donc c'est des choses que les gens ont portées. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire à ce sujet aujourd'hui. Oui, moi je vais revenir au local. Ce qui m'a posé une question, enfin une interrogation, que j'arrive pas à comprendre, mais vous êtes un homme du terrain, vous allez nous dire. Je me suis demandé comment ça se fait que les maires ont gardé une légitimité longue en période de guerre. Et heureusement, parce que vous avez fait une conférence des maires, je crois, en Tunisie. En décembre, oui, en Tunisie, à Hammamet. Oui. Ah oui, bah vous avez. Et après, non mais je vais vous en parler de ça. Mais comment ça se fait qu'ils ont une légitimité localement? J'ai encore deux petites questions, parce que le temps passe. Je sais qu'il y a eu réconciliation entre Misrata et
Tawarga. Taoulra, oui. Est-ce qu'ils ont pu rentrer chez eux, ceux qui vivent sous les camps? Non. Toujours non. Il y a toujours un refus. Troisième question, excusez-moi, j'y vais Ouais. parce que le temps passe. D'après vous, quel est le poids de l'État islamique? Parce qu'on entend les djihadistes, etc. Parce que la France veut leur tête, c'est pour ça ils ont je sais pas, une politique tantôt avec le général, tantôt avec suivre l'ONU. J'arrive plus à comprendre la position de la France parce que toujours c'est le terrorisme qui est en question. Alors d'après vous, hommes du terrain, c'est quoi ces djihadistes qui dépendent de l'État islamique? Et merci. Ça fait trois questions. Petites questions. Petites et grandes. D'accord. Alors, la première question, les maires. Alors, les maires, la légitimité des maires, elle est... Bon, aujourd'hui, il y a, au jour d'aujourd'hui, il y a 105 municipalités en Libye. Les maires ont été élus en 2014. Ça s'est bien passé. Hein, donc, quand vous me demandez quelle légitimité ils ont une légitimité. Donc, en fait, ils ont été élus, pas eux, il y a eu un conseil municipal qui a été élu, et puis ensuite, ils ont émergé, ils ont été nommés. Bon, certains ont été changés. Hein, je prends l'exemple d'Ordames, par exemple. Le maire n'était pas bon, ou les gens n'étaient pas contents. Ils ont changé le maire. Ils ont mis un nouveau, bon, qui n'est pas un homme d'un grand charisme, mais en tout cas qui est respecté et qui fait tourner sa municipalité. Donc, vous voyez, voilà pourquoi ils sont acceptés. C'est parce qu'en fait, c'est eux les premiers interlocuteurs entre guillemets de l'État, et je dirais qu'ils ne sont pas corrompus, ou peu corrompus. Donc, il y a et c'est des gens, honnêtement, il y a vraiment des gens, c'est impressionnant. Vous avez des municipalités qui ont déployé des trésors d'inventivité avec des moyens lamentables et qui ont réussi à faire tourner leur ville en absence d'État. Hein, donc je prends le maire de Bouslim, qui est un quartier de Tripoli, ou des maires, le maire de Yefren aussi. Hein, vous voyez, donc il y a des Azouara aussi. Donc non, il y a vraiment des gens qui sont. J'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là. Donc voilà, ça c'est pourquoi. Alors la deuxième question. J'ai entendu la troisième sur l'État islamique, et la deuxième c'était ah oui, Misrata. Bon, bah là on est dans le noyau dur parce qu'ils ne sont pas rentrés, parce que il ne s'agit pas de dire vous pouvez rentrer. Hein, il faut des moyens, il faut pouvoir remettre l'électricité, l'eau, des écoles, du travail. Donc c'est une ville fantôme, Misrata, Taoulra aujourd'hui. Donc je pense qu'ils pourraient rentrer. Les milices de Misrata ne vont pas les agresser s'ils rentrent. Mais simplement, ils hésitent parce que, pour l'instant, il n'y a rien à faire là-bas. Leur ville est détruite, quoi, hein. Donc ça veut dire que c'est un processus long et ça ne va pas se faire en... Donc là aussi, on annonce une réconciliation, mais c'est un début de processus. Hein, ça prendra du temps. L'État islamique ? Et l'État islamique, bon, je dirais qu'il y avait deux sanctuaires un petit peu de l'État islamique en Libye jusqu'à récemment. C'était Sirte et Derna. Qui s'explique là aussi par des raisons. Pourquoi Sirte? C'est pas un hasard. Hein, c'est comme Fallujah en Irak. Hein. Pourquoi Fallujah? Pourquoi Sirte? Parce que c'est des régions qui ont été des villes qui étaient proches de l'Ancien Régime, dont le tissu social a été extrêmement endommagé. Il n'y avait plus de mer, vous voyez, par exemple. Et donc, les milices qui ont assuré la sécurité, c'était des milices externes qui étaient considérées comme une armée d'occupation. Hein, ces milices de Misrata. Et accueillir l'État islamique, entre guillemets, ou en tout cas ne pas le combattre, parce qu'on n'avait pas d'armes de toute façon à disposition, c'était aussi une façon de s'opposer à ça et au nouveau pouvoir qu'ils estimaient être très légitime. Donc voilà, il y a des explications. Maintenant, l'État islamique n'a plus d'emprise et de sanctuaire territorial en Libye. Maintenant qu'il y ait des individus qui, comme partout dans le monde, hein, il y en a eu en Europe, il y en a en Tunisie, il y en a dans tous les pays arabes, se tournent vers ça parce que, pour plein de raisons. Hein, là, il suffit d'ouvrir les médias, on en entend parler tous les jours, donc c'est un phénomène, je dirais, mondial, mais bien sûr, c'est plus facile en Libye. Vous avez des armes, vous n'avez pas d'État, mais c'est plus facile, pas tant que ça.
non plus, parce que justement, il ne faut pas croire que les communautés accueillent ce type de groupe, surtout si c'est des étrangers, facilement. Il y a énormément de communautés qui sont assez grandes pour s'autodéfendre et dire, nous, on veut pas de ça chez nous. Hein, non, il y a une force montante, puisque vous parlez entre guillemets d'islam politique, c'est effectivement les salafistes. Hein. Bon, qui est effectivement quelque chose, un phénomène un peu de société, de fond, mais qui n'est pas du tout en prise avec la culture libyenne non plus, hein, mais qui pallie aussi à des absences de perspectives économiques, à l'absence de pouvoir politique. Donc oui, et puis à des soutiens étrangers aussi. Hein, voilà. Au fond, Aude. Oui, je voulais en savoir plus sur le volet réconciliation nationale de cette consultation et comment ça s'est articulé avec la lutte contre l'impunité. Enfin, Madame a évoqué le cas des Tawadra, mais en général, on sait qu'il y a eu de nombreuses exactions de tous bords contre tous bords, et notamment de la torture, l'utilisation de la technique du viol contre les hommes, notamment, et plein d'autres choses. Et on sait, de par l'exemple d'autres pays, que c'est difficile de reconstruire un État, une société sur l'impunité. Et je voulais savoir si ça s'était ressorti de ces consultations, dans les recommandations, s'il y a des choses là-dessus. Oui, il y a tout un volet là-dessus, sur notamment je disais la justice. Le terme qu'ils utilisent en Libye, c'est l'adalat tasalluhiyya. C'est une justice avec le mot réconciliation en même temps. Vous voyez, c'est pas justice, c'est une tekraliya ou comme on pourrait transitionnelle. Donc oui, et notamment il y a avec ce que je disais, il y a les crimes de sang, mais bien sûr les gens sont unanimes à dire que les criminels, les gens qui ont effectivement commis des crimes de guerre ou des crimes seront jugés. Donc ça fait pour l'instant, le problème c'est qu'il faut construire une justice. Vous voyez, on en est là. Donc, et puis il faut éviter aussi, et les gens l'ont très bien dit, que ce soit utilisé pour évincer des adversaires politiques. Hein. Parce qu'effectivement, on voit bien que de dire lui c'est un kadhafiste ou lui c'est un islamiste, donc non, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, on dit ok, tu l'aimes pas, il était kadhafiste. Bon, est-ce qu'il y a des charges contre lui, hein, donc tout ça c'est compliqué. Vous voyez, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est pas pour ça que ça doit bloquer tous les processus. Et je pense que oui, il y a d'abord à reconstruire un système de justice et puis avoir des critères. Mais en tout cas, de toute façon, ça passera par des amnisties. Hein. Il ne peut pas y avoir il y aura, dans une guerre civile, vous avez eu des tueurs des deux côtés. Hein. Donc on peut passer son temps, effectivement. Et là, peut-être ça n'engage que moi, c'est peut-être pas moral, mais je pense que voilà, il y a des chefs de milice qui vont partir. Est-ce qu'il vaut mieux, alors qu'ils ont les groupes armés derrière eux, continuer à les mettre sous sanction, hein, au risque de perpétrer des affrontements à n'en pas finir dans Tripoli, ou est-ce qu'à un moment donné, il vaut mieux leur laisser une porte de sortie et dire voilà, tu quittes, on ne veut plus te voir, quoi. Je voudrais vous... vous voyez, j'ai pas de solution, mais je dis ce sera aux Libyens de décider. C'est pas à moi de décider. Et quand vous dites nos recommandations, c'est les recommandations des Libyens. Si les Libyens estiment que pour la paix sociale, à un moment donné, il y a des gens qui ont volé des sommes d'argent et qui préfèrent les voir partir à l'étranger plutôt que continuer à terroriser des quartiers à Tripoli, ben voilà, si ça peut être, c'est intelligent. Je dis à la limite, pourquoi pas, vous voyez. Et je suis pas là pour juger, vous voyez, porter un truc moral sur ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. Je voudrais vous poser une dernière question qui prend un tout petit peu de distance par rapport à votre expérience. Oui. Dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait là une grande mode qui consistait à théoriser le nation building. C'est une mode très anglo-saxonne qui a eu les résultats magnifiques que l'on connaît en Afghanistan, en Irak, etc. Mais au fond, d'une certaine manière, sans vous proposer de vous ériger en théoricien, mais est-ce que cette expérience libyenne, elle n'est pas la preuve que le nation building, ce n'est pas une chose stupide, mais à condition qu'on parte d'en bas et non pas d'en haut. Et qu'on parte non pas des préjugés ou des présupposés des Occidentaux, qui ne sont pas les mieux placés dans un certain nombre de cas, mais qu'on parte de la manière dont les gens en bas, dans un pays donné, le perçoivent. Et à ce moment-là, on est vraiment dans du nation building.
Oui, si vous voulez, ce que je dis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler. Enfin, ceux qui m'ont lu ou suivi depuis 2011, moi, c'est ce que je dis depuis 2011. Donc, ce processus, je l'ai vécu, j'ai travaillé à la conception, donc ça me parlait. Donc, je ne dis pas que ça va faire date, mais je pense qu'en tout cas, si ça fonctionne, je ne dis pas que ça va faire date et que c'est applicable ailleurs, hein, parce que la société libyenne voilà, c'est la société. Mais en tout cas, je disais qu'effectivement, il n'y aura rien sans pouvoir aller vers la diversité et la richesse de ce pays, hein, et aussi le désir d'unité. Donc, rassembler tout ça. Et je pense qu'en partant du bas, ça peut aider. Et j'espère que, voilà, alors peut-être qu'effectivement, ce sera une tentative de plus d'échec, mais en tout cas, moi je crois que toutes les tentatives de nation building imposées du haut et par l'étranger, ça ne marche pas. Et vous l'avez bien dit. Mais le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de théoriciens, pas que anglo-saxons, mais aussi à l'intérieur des Nations Unies, enfin des gens qui travaillent là-dessus, qui sont toujours dans cette même vision. Donc voilà, c'est vrai que c'est des logiciels qui sont bien... C'est vrai. Mais on sent avec l'affaire des Gilets jaunes que même chez nous, la tentation de reconstruire le pays d'en haut a du mal. Voilà. Oui, on devrait faire... on pourrait faire ça, des réunions consultatives d'ailleurs. Même. Merci en tout cas beaucoup et pour cet effort et pour l'intérêt de ce que vous nous avez dit. Je termine juste là-dessus parce que vous savez, j'ai reçu plein de mails, enfin de trucs sur les réseaux sociaux depuis 2 jours de Libyens qui proposent de venir faire des médiations en France. Oui, vous savez, on a l'habitude, on va vous organiser des médiations. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Merci infiniment, en tout cas, c'était passionnant.